Voilà, en direct de Lyon, on a aujourd'hui Tristan. Voilà, et qui nous avait parlé l'autre fois de l'escalier du diable. Ouais. Et là, on va partir de là. On est reparti dans notre investigation de la question des fonctions qui sont égales à l'intégrale de leur dérivée. Fonction dont la dérivée presque partout est L1, fonction continue, qui serait l'intégrale de leur dérivée. Et on a vu la dernière fois avec l'escalier du diable que f' appartenant à L1 ne suffisait pas. Et en fait, on va voir aujourd'hui que, bizarrement, ce n'est pas vraiment une hypothèse sur la régularité de la dérivée qui compte, mais une relation entre la dérivée et la fonction. En fait, on peut déjà subodorer quelque chose avec cette formule intégrale ici, que je vais appeler comme ça, contrairement à la dernière fois, j'aurai un nom à donner toujours à la formule. On voit sur cette formule qu'une fonction qui vérifie cette formule doit avoir en quelque sorte ces variations qui sont contenues dans des ensembles qui sont visibles par la mesure de Lebesgue. Ce qui était l'obstruction dans le cas de l'escalier du diable. L'escalier du diable, elle ne peut pas être écrite comme ça, puisqu'elle est de partout, c'est ce qu'on avait vu, de dérivée presque partout nulle. Les endroits où elle varie, ils sont cachés par rapport à la mesure de Lebesgue. Alors que là, on voit bien que si on enlève un ensemble de mesures nulles, ça ne va rien changer à l'information. D'accord. Donc il faut que les variations, elles soient contenues entre guillemets de partout. Oui. Bon, je rappelle un peu les épisodes précédents. Donc en gros, tu veux savoir si une fonction, tu veux des hypothèses pour avoir f de y moins f de x égale l'intégrale de sa dérivée, ouais, finalement. Donc voilà quoi, ce théorème fondamental de l'analyse. Hein. Et le fait que f' appartient à L1 ne suffit pas. On a vu la dernière fois l'escalier du diable. Voilà. Et c'est ce que je dis, c'est que c'est une interaction, c'est véritablement une interaction entre les variations de la fonction, où elles ont lieu, et pas seulement la régularité de la dérivée. Parce qu'on peut avoir une dérivée nulle et avoir rien du tout. Donc c'est pas concluant. Donc pour la suite de la discussion, je suis un peu maximal, j'introduis des notions dont je ne me servirai peut-être pas pleinement, mais bon, on ne sait jamais. Au cours de la discussion, on peut briller. Mais j'introduis des notions dont il ne faut pas avoir peur si on les a jamais vues, notamment la notion de mesure complexe. C'est seulement des fonctions définies sur des tribus à valeur complexe qui vérifient les axiomes de mesure, c'est-à-dire que la mesure d'une union disjointe est la somme des mesures des ensembles, et auquel cas on voit qu'il y a une régularité nécessaire, c'est qu'il faut que ces fonctions, ces mesures, elles soient absolument sommables, c'est-à-dire que si on prend une famille, l'union d'une famille d'ensembles disjoints, il faut que la série des mu de AI avec les AI, c'est une partition d'un ensemble qu'on considère, cette série, elle soit absolument convergente, ce qui est plus restrictif en fait que dans le cas des mesures réelles dont on autorise la valeur infinie. Dans le cas des mesures complexes, on n'a pas possibilité de mesure infinie, même sur l'espace complet. C'est bon à savoir comme ça, mais tout est pareil, enfin, c'est juste qu'elles ont des valeurs complexes. Donc on s'éloigne un peu de l'idée de volume, ou sinon il faut être un peu... Voilà. Et dans le cadre de la théorie de la mesure, on a un théorème très très important de représentation qui est celui de Radon-Nikodym, qui nous dit que si on a des mesures assez régulières sigma fini, ça veut dire que, je rappelle, sigma fini ça veut juste dire que l'ensemble sur lequel on considère les mesures est l'union d'ensembles mesurables EI tels que lambda EI fini. C'est des types de mesures clés. Évidemment, là, on va s'intéresser qu'à la mesure de Lebesgue, donc elle vérifie tout. Elle est absolument régulière, on peut tout faire, c'est la mesure la plus régulière du monde. Mais je formule le théorème dans sa version générale. Voilà, si on a des mesures qui sont sigma finies, on en prend une positive, une complexe, comme j'ai dit, un truc à valeur complexe. Si la complexe est absolument continue par rapport à la mesure, pardon, d'ailleurs c'est ça, c'est mieux. Si c'est comme ça plutôt. Si la mesure complexe elle est absolument pas continue par rapport à la mesure positive, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a un ensemble de mesures nulles pour l'une, on a un ensemble de mesures nulles pour l'autre, c'est-à-dire que c'est un beau symbole. Voilà. Oui. Eh bien, on a que en fait la mesure qui est dominée, elle est représentable par une intégrale de fonction intégrale par rapport à la mesure qui domine. Ceci. C'est-à-dire que, bon, il faut de la régularité pour avoir ça, mais c'est un truc super puissant parce qu'en fait, on a
une mesure qui se comporte bien par rapport à une autre, on peut toujours sortir une fonction. Tu disais que Houdin mettait ce... Voilà. Reprends. Tu disais que Houdin estimait... Houdin dit, avec raison, que c'est sans doute le théorème fondamental de la mesure, vu que il permet, une fois qu'on s'est un peu dépatouillé avec les fondamentaux de la mesure, on a un gros théorème qui nous donne des représentations à gogo. C'est un théorème qu'on peut appliquer pour utiliser la représentation des formes linéaires sur les espaces LP par des fonctions de l'espace LP étoile, P étoile étant le conjugué de P. C'est un théorème qui permet de construire l'espérance conditionnelle. C'est un théorème peut-être qui peut servir à... Non, après, je sais pas, mais il sert à beaucoup de choses, quoi. C'est comme... Et d'ailleurs, il découle de... Ça, c'est intéressant, parce qu'on a déjà eu l'occasion de chanter la louange de Riss. Il découle, encore une fois, du théorème de représentation de Riss dans L2. Le truc, à chaque fois, on se ramène à L2, on fait notre affaire, et on a des théorèmes super puissants, alors que, quand même, dans le cas L2, c'est quand même, voilà, l'analyse hypertienne. Les vertus de l'analyse hypertienne, encore une fois. Voilà, alors, avec cette boîte à outils, on va se dépêtrer de notre problème. Aussi, j'admets un théorème qui est le théorème de différenciation de Lebesgue. Bon, c'est un gros morceau, donc c'est marrant de l'admettre, mais il n'est pas lié directement à la preuve. C'est l'autre pan de la question qu'on a posée la dernière fois, c'est quand est-ce qu'on peut affirmer que l'intégrale d'une fonction est dérivable et de dériver la fonction qu'on a intégrée. Et finalement, c'est moins restrictif, comme dans le cas des fonctions continues qu'on intègre et qu'on dérive et sur lesquelles on retombe. Dans ce cas précis, c'est moins restrictif Enfin, c'est moins difficile à gérer du point de vue conceptuel que ce cas-là. On a juste à demander que f soit L1. Si on l'intègre, on peut la dériver presque partout. Et la dérivée qu'on obtient, c'est la fonction dont on est parti. Voilà, c'est un théorème aussi très... Enfin, moi je trouve joli. Voilà. Surtout que ça permet de montrer, vu ce qu'on a établi une fois sur les fonctions lipschitziennes, dont on a établi qu'elles étaient l'intégrale d'une fonction L infinie, donc L1 log en particulier, ça permet de montrer qu'une fonction lipschitzienne est dérivable presque partout. Pas mal. Voilà. Donc j'admets ça. Et maintenant, je vais essayer, enfin même en espérant avoir du succès, je vais introduire la notion de fonction absolument continue, qui est un peu une définition sur mesure pour les fonctions qui vérifient ça, qui vérifient cette forme. Donc le dessin que tu as fait, c'est l'escalier du diable. D'accord, c'est pas facile, hein. Ouais, on est d'accord. Elle bouge jamais en fait. Sauf qu'elle arrive au bout d'un moment quelque part, mais elle bouge jamais. Oui. Donc là, ça s'est transformé en fonction. C'est un logarithme carrément à la fin, tout à fait croissant. Mais bon. Et donc c'est pour éviter, c'est une obstruction, l'absolue continuité, voilà, pour éviter cet escalier du diable. Je vais parler de ça, c'est qu'en fait on voit, comme je l'ai dit, c'est que les variations elles sont contenues dans les variations d'une fonction qui vérifie ça, elles se répartissent partout. Si on arrive à un ensemble qui est invisible pour la mesure de Lebesgue, ça ne va rien changer aux variations, à la manière dont on arrive à un point en étant parti du point de départ. Le problème avec on peut y aller un peu, on va dire c'est une heuristique. Tu n'as pas donné la définition de l'absolue continuité, pour l'instant tu vas revenir. Je vais l'expliquer. Okay. Je vais l'expliquer, mais elle est écrite là et je vais expliquer comment on y arrive. Une heuristique qui est fausse, pour le coup c'est fausse, mais bon, c'est pas grave. Imaginons que l'escalier du diable en fait. L'ensemble de Cantor il soit dénombrable, ce qui est faux, hein. Mais bon, imaginons qu'en fait elle fait des sauts autour de points qui sont répartis de manière dénombrable sur 0,1 et qu'en fait ailleurs elle ne bouge pas. Imaginons, voilà. C'est faux, mais voilà. Et bien, autour de ces points, on pourrait toujours, disons qu'on appelle AN la suite de ces points, où elle bouge et où elle ne bouge pas ailleurs que dans ces points. Alors on pourrait prendre des intervalles alpha n, disons, bêta n, qui rétrécissent toujours plus, enfin je vais les appeler comme ça d'ailleurs, c'est vraiment, je ne vais pas être très formel avec ça, mais d'ailleurs c'est faux, mais voilà, qui rétrécissent, celui-là, en particulier le alpha n bn, il rétrécit autour de AN, étant donné que AN c'est vraiment un point, on pourrait le faire rétrécir de manière arbitraire jusqu'à l'infini, disons on le fait rétrécir de manière à avoir, je ne sais pas, on fixe K, soit K tel que pour tout N, BNK
moins alpha nk, enfin on peut toujours demander ça par exemple. Inférieur à, c'est des suites, là je peux vraiment, c'est de la sorcellerie, hein, mais bon c'est pas grave. Soit k tel que ceci par exemple, enfin aussi petit qu'on veut, aussi petit qu'on veut. Ce qu'on peut toujours faire, on se dit, voilà, pour une famille d'intervalles qui sont tous indépendants les uns des autres, on la maîtrise autant qu'on veut, on aura une somme, on peut demander, c'est une somme de epsilon de k, voilà, aussi petit qu'on veut. Pourtant, on a toujours ceci. On aura toujours, ça me dirait, tout ça, sur n, qui est en fait la somme avec le télescope, vu qu'on disons qu'elle ne varie pas, tu vois. Ça c'est AN, ça c'est AN, ça c'est bêta nk. En fait, si je fais, là on reprend alpha n plus 1k, bah, la somme avec le télescope en gros. C'est une somme qui se télécope, vu que les termes extrémaux, ils reprennent l'information de l'un de l'autre quand on arrive au point d'après. Donc disons, voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'on peut arbitrairement réduire les intervalles qu'on a construits autour de cette famille de points et toujours avoir des écarts des valeurs des fonctions aux extrémités de cet intervalle aussi grandes qu'on veut. Enfin, en 1, mais voilà, qui ne bougent pas en fonction du rétrécissement qu'on donne. Donc, c'est quand même un problème, l'escalier viable. En fait, l'escalier viable, comme je disais, toute l'information sur son image, on l'obtient à partir de l'ensemble de Cantor. Toute l'information sur ces variations, on l'obtient à partir de l'ensemble de Cantor. Donc, on ne peut pas se débarrasser de... Enfin, on peut se débarrasser, je veux dire, de trucs de mesure pleine pour réduire les intervalles autour des points de l'ensemble de Cantor et quand même avoir toutes les variations, ce qui est très bizarre. Et bon, c'est vraiment une heuristique douteuse, mais ça donne un peu une idée de l'introduction d'une telle définition, avant de vraiment mettre le pied à l'étrier. C'est qu'on dit qu'une fonction est absolument continue, une fonction de définition à segment est absolument continue, si pour tout epsilon, si on prend une famille d'intervalles, cette fois finie, et c'est aussi pour ça que ma description était fausse, mais voilà, une famille d'intervalles, une famille finie d'intervalles telle que la somme, et disjointe cette famille, la somme des tailles des intervalles soit arbitrairement petite, et bien on va pouvoir avoir une somme des écarts entre les images sur ces intervalles arbitrairement petite, ce qui n'était pas le cas pour l'escalier viable. Donc ça donne un peu une idée de cette définition, je trouve. Voilà. Et maintenant, on va montrer en fait le théorème qui donne aussi d'autres caractérisations. Le théorème suivant qui donne d'autres caractérisations de l'absolue continuité. Donc je vais l'appeler le théorème sur fonction monotone. Je dénoterai, enfin j'écrirai absolument continu assez au reste de la discussion. Monotone absolument continu, donc soit f, moi je la prends croissante ou décroissante, c'est exactement la même chose, hein, évidemment. On prend moins f, hein. Soit f croissante continue sur. Bon, je vais. Ça fait mieux, je prends un segment comme ça. Croissante et continue. On a équivalence des énoncés f est absolument continu. L'image d'un ensemble de mesures nulles par f et de mesures nulles et 3, notre objectif de départ, f dérivable presque partout et tout est fait par rapport à la mesure de V, on n'oublie pas. Pour tout x, y appartenant à notre AD. Voilà.
Je vais démontrer. Ok, donc peut-être c'est bien de rappeler que dans notre contre-exemple, l'escalier du diable était Croissance évidemment continue. croissante continue. Ouais. Ouais. Et, Mais par contre, ne on vérifie n'avait pas ça. On n'avait pas ça du tout. ce truc-là sur les familles finies d'intervalles disjoints. Parce que Quoi. Là, maintenant, on va vraiment le montrer. Ouais. On n'avait pas ça. Ça, c'est ce qu'on avait montré. Oui, Parce que f' égale 0. Évidemment, on n'a pas ça parce que l'image de l'ensemble Bah oui. Cantor, c'est 0,1. c'était ça le contre-exemple. En fait. Voilà. Et ça, Et on n'a pas ça par rapport à ce que j'ai dit. Non, je rigole, mais voilà. C'est Euh, ok. Donc là, je vais tester ça. C'était mon truc, ma boîte à outils. Moi, je me rappellerai. Les gens feront un petit fast rewind si besoin. Ok, bon, bah, maintenant, je vais juste montrer. Je vais montrer 1 puis 2. Enfin, je vais faire à la ruine. Hein. Ceux qui connaissent, je suis un tricheur. D'accord. Oui, moi je vais faire dans ce sens-là. Et tout. Non, en fait, je l'aurais pas montré si j'avais pas lu comme un grand garçon. Voilà, je vais faire 1 implique 2, 2 implique 3. Et 3 implique 1, en fait, c'est un peu. Ouais, enfin, si ça se De fait. toute façon, tout le monde fait 1 implique 2, 2 implique 3 et 3 implique 1. Il n'y a, Oui, bah, il y a pas Croudine. Hein, Non, mais ce que je veux dire, c'est que je suis du genre à écrire l'énoncé dans le mauvais sens et après me dire. Enfin, j'aurais pu mettre les énoncés en bataille et j'aurais pas du tout fait un implique 2, je l'avais fait plusieurs fois. D'accord. C'est bon. Alors, ok, on a ça, donc on va montrer 1 implique 2. Preuve. Un implique 2. Alors, on prend une fonction absolument continue. On va montrer que l'image d'un ensemble de mesures nulles est de mesure nulle. Donc déjà, ce qui n'est pas contenu dans l'énoncé, c'est un ensemble mesurable aussi. Par rapport à la mesure de B, vu que c'est un ensemble de mesures nulles, tous les ensembles de mesures nulles sont dans. Mais on ne sait pas a priori que si je prends E mesurable, F2 est mesurable. On ne sait pas ça a priori. Mais voilà. Soit E de mesure nulle. Donc E, je vais appeler I mon intervalle. Là, j'aurais plus besoin de. C'est un ensemble mesurable de I. Enfin, un contenu dans I. Oui, ouais, Par d'accord. rapport à la mesure de B sur I. Soit E appartenant à I. Et aussi, bah, comme d'habitude, moi j'écris. J'aurais peut-être écrit entre deux barres, mais voilà. J'écris avec le lambda. Lambda E, mesure de Lebesgue. Enfin, non, je vais l'écrire comme ça pour faire plaisir, là, parce que ça c'est un peu arbitraire. Comme ça. C'est comme ça qu'on écrit la mesure de Lebesgue. C'est un trou de. Voilà. Alors, soit appartenant à I de mesure nulle. En fait, E, vu la régularité de la mesure en fait, de Lebesgue, on sait que ça c'est des. C'est pas très important de mesure des fois qu'on oublie. C'est l'inf des mesures des ouverts telles que E est contenu dans U. C'est la régularité la plus simple de la mesure de Lebesgue, je crois que c'est vrai pour. Non, je sais plus pour quelle classe de mesure c'est vrai, mais c'est vrai en tout cas. Ça c'est vrai pour la mesure de Lebesgue. D'ailleurs, c'est comme ça qu'elle est un peu définie. Hein. Oui. Petite anecdote. C'est vrai. Voilà, donc on a ça. Et aussi on a que donc je peux on se donne un ouvert U qui est de mesure arbitrairement proche de 0, c'est là, tel que donc je vais prendre ça, hein. Je vais prendre soit epsilon et je vais montrer que f de E est de mesure aussi petite que 2. Soit epsilon supérieur à 0, on se donne E incluant U, enfin on se donne U tel que inférieur à quelque chose. Enfin, je vais l'appeler C pour l'instant parce que je sais pas, je crois que je vais devoir introduire un. Je choisirai quand j'aurai choisi mon bon C le bon U. Mais voilà, on peut toujours se donner ça. Ok, et en fait, on a aussi une particularité de R, c'est que tout, disons que aussi on peut se dire que U, on peut supposer, puisque la mesure ça change pas la mesure, on peut enlever, si U contient les points extrémaux de l'intervalle, on les enlève. Ça changera rien à la mesure de, que ça soit en regardant l'image par F, ça changera rien, on aura juste des images de points qui seront parties. Supposons que U appartient à AB. En fait, c'est juste pour un peu de topologie, pour éviter de. Parce que du coup, U est un ouvert de AB, c'est U est un ouvert de R aussi. Voilà. Au lieu de. Parce que si j'avais l'extrémité, ce serait. Je pourrais avoir AB, c'est un ouvert de AB, comme ça, mais c'est pas un ouvert de R, voilà. Mais ce qu'on sait, supposons que U appartient à AB, donc U est un ouvert de R,
On sait, ça tient à topologie réelle. U est une union. U union. En plus, les U d'union, ils ne sont pas. U est l'union de ces composantes connexes. Composantes connexes. Et ces composantes connexes dans R, bah, c'est des intervalles et c'est en nombre dénombrable. Voilà. Bon, ça c'est un petit. Voilà. Mais en gros, on peut écrire ça comme ça. J'ai pas fait de bêtises, bah non, de toute façon, j'ai utilisé AI, j'ai déjà utilisé. Je suppose que c'est par la dichotomie ou quelque chose comme ça. En fait, U, on peut l'écrire comme l'union de ses composantes connexes. Enfin, oui. Ça, c'est pas grave. Après, oui, effectivement, tous les connexes de R sont des intervalles. Et les connexes d'un ouvert, c'est des ouverts. Donc, c'est des intervalles ouverts. Et après, en nombre dénombrable, c'est là le truc, c'est que si on a une union dénombrable, en fait, on pourrait prendre des rationnels dans chaque intervalle. On peut prendre un rationnel dans tout intervalle de R. Mmh. Ça, c'est une union disjointe. Hein. Oui. Une union disjointe, c'est des composantes connexes. Pour l'instant, j'ai juste montré que U est union disjointe de ses composantes connexes. Je veux qu'elle soit dénombrable. Comment je le prouve? Je prouve que si elle ne l'était pas, je pourrais prendre des rationnels dans tous les intervalles, vu que Q est dense, et on aurait indénombrabilité de Q, vu qu'on aurait une famille indénombrable d'ouverts qui sont tous disjoints et des... D'accord. Donc c'est comme ça qu'on monte ça. Ah oui, ok. Ok. Voilà. Bon, après, le truc le plus dur, c'est le TDI, machin, c'est montrer que tous les connexes sont des intervalles, enfin c'est des trucs comme ça c'est pas... C'est chiant. Voilà, alors voilà, on a ça. Et c'est là où on revient à... En fait, on retombe sur nos pas. Parce qu'on a U arbitraire qui contient E, mais bon, on ne sait pas comment on va faire pour appliquer la définition avec des intervalles disjoints et tout, mais si on sait. Voilà. Ok, donc maintenant, c'est ça, c'est que, disons, c'est démontré que je vais fixer maintenant, hein, désolé pour l'ordre de l'exposition, mais soit le delta de la définition, tel que la définition, c'est-à-dire que tel que si la famille est de somme inférieure à delta, alors on a la somme des différences, machin. Eh bien, on a soit delta supérieur à 0 tel que... Oui, parce que tu as fixé epsilon. La def, telle que propriété de la définition, désolé. Oui. Voilà. Soit machin comme ça, soit U contenant E, U étant donc, comme je l'ai dit, un ouvert, et donc union. Bon, je vais l'appeler O, comme ça j'aurai pas besoin de la C'est extrêmement stressant. Donc soit O, tel que ceci, ça c'est propriété d'ouvert, mais tel que ça c'est moi qui le choisis. Tant que tu n'appelles pas F un ouvert, c'est bon. Voilà. Ouais. Voilà, et donc on a 2 points. On a F de E, qui est l'ensemble dont on veut montrer qu'il est mesuré, inclus dans F de O, est égal à l'union des F de A de I, enfin l'union des F des intervalles, mais étant donné que la fonction est monotone et continue, bah, on a des intervalles et on a cet ordre-là. Voilà, on a ça. Et donc ça reste disjoint. Et ça reste disjoint. Parce que... bah oui. C'est bien qu'il soit ouvert. Voilà, et donc on a que F de E et on a F de O du coup, c'est égal, ensemble disjoint, à la somme des mesures. C'est inférieur à epsilon. C'est inférieur à epsilon parce qu'on a demandé que O, qui est arbitrairement proche de la mesure de machin, soit voilà, et c'est la mesure de O, c'est la définition des B moins AI, et j'applique, et vu que F est absolument continu, je peux appliquer ça. Et donc voilà, F de O de mesure arbitrairement petite, F de E, il y a une question qui se pose aussi. F de O, je ne l'ai pas inclus dans un ensemble, mais si voilà, je prends une suite d'ouverts, disons, qui sont toujours de plus en plus petits, qui sont tous tels que F de E inclus dans F de ON, disons. F de E est inclus dans l'intersection de ON, et l'intersection de F de N est donc nul. Parce qu'en vrai, c'est le truc un peu bizarre, c'est que, d'ailleurs, j'ai lu l'origine, il n'y avait pas pensé, enfin je sais pas s'il l'avait dit, mais en fait, là j'ai juste montré que F de O
est inclus dans des ensembles de mesures arbitrairement petites, ce qui ne montre pas que f de O est de mesure nulle, parce que ce trou, il n'est même pas mesurable. Oui, voilà, c'est ça le C'est ça truc. que je peux toujours montrer que f de E maintenant est, vraiment mesurable et de mesure nulle, parce qu'il est inclus dans l'intersection des univers que je construis, en prenant une suite EN qui, voilà. Mhm. Et du coup, voilà, ça marchera. Ça va marcher. Ça Ouais, va ouais. marcher. Si je prends une suite qui décroît vers 0, j'ai f de E inclus dans un ensemble de mesures nulles, donc par rapport à la mesure de Lebesgue qui est complète. Mais ta somme là, elle est oui. dénombrable. Alors Oui, désolé. peut-être il y a. Ouais. Parenthèse. Tu extrais peut-être quelque chose Non, mais de. j'ai juste à faire que si j'ai choisi ça, si je prends soit n'importe quel, soit n appartenant à n étoile. Vu que la mesure des sentences de cette union, en fait, dans le pire des cas dénombrable, elle est inférieure à delta, toutes les sommes partielles inférieures à delta. Donc, également, toutes les sommes partielles de cette forme inférieure à epsilon. Et après, je passe à la limite. Ouais, d'accord. Voilà. Donc ça va. Oui, Donc, ça en marche. fait, ça, là, je fais n tend vers l'infini. Voilà. Mais pour tout n. C'est bon, on est convaincu. Voilà. Mhm. Voilà. On est d'accord. Bon, je vais garder la définition quand même. C'est la même. Mhm. Je vais enlever ça. Donc, on a montré, soit dit en passant, 1 plus 2. Bah oui, Mesure nulle. F de E, mesure nulle. Donc, c'est fait. c'est fait. Et encore un énoncé à charge contre l'escalier du diable, qui est tel que Ah oui. Cantor, mesure nulle. F de Cantor, Ouais, ça marche. mesure 1. Ok. Ensuite, on va montrer 2, 1, plus 3. C'est là où on va arriver vraiment à la représentation voulue. Donc, prenons soit F, tel que. Donc, continue quand même, tel que 2. Enfin, on est dans le cas littéral, donc tel que 2. On prend, ça c'est l'astuce du jour, on considère G défini par G de X égale X plus A de X. Donc celle-là, elle est injective en fait. Puisque. Il n'y a pas de souci. Elle fait monotone. Elle fait monotone. Mhm. Ok, donc on considère ça. Et on montre déjà que G vérifie aussi 2. Ce qui n'est pas. Enfin, ça semble extrêmement clair et tout, mais c'est que vu qu'on peut passer par ça serait clair si on pouvait passer immédiatement par la définition de l'absolue de continuité. Et là, on a juste supposé 2. Parce qu'on veut faire un 1, 2, 3, 1 plus 1. Donc je ne vais pas non plus. Mais voilà, supposons qu'on va montrer que G vérifie aussi 2 un peu à la va-vite. Donc si j'ai E. Parce qu'évidemment, en fait, l'image par X de E, ça va être. Oui, oui, et l'autre, oui, mais la somme, là, on a la somme. Est-ce que la somme est de mesure nulle Oui. Soit E. Soit E de mesure nulle. On a G de E, disons, qui est inclus dans E plus F de E. Les deux, on peut les inclure dans des unions d'intervalles, un peu de la manière qu'on a fait d'unions d'intervalles arbitrairement de taille totale arbitrairement petite. Donc disons pour E plus pour. Donc là je prends un J. Ça c'est pour F de E, qui est quand même, vu qu'on a supposé Oui, oui. F de E, je vois peut-être que C'est bon. trivial. Non, non, ouais, non, bon, on voit. Non, mais, tu parce vois. que Non, j'ai mais pas- c'est j'ai pas- bien, c'est propre J'ai comme pas ça. réfléchi, mais voilà. Mais en gros, ça, évidemment, ça doit être l'union sur I et J des intervalles AI plus Ouais. J, machin. Enfin, Oui, c'est oui, ça. oui, oui. Ou au moins c'est inclus, mais voilà. Ah oui, oui. AI plus alpha J, BI plus bêta J sur IJ, qui est encore l'union décombrable. Oui, oui. Et après, Ça marche. ça, c'est. Je peux Non, le mais prendre à oui, on est convaincu. Donc, exactement pareil.
j'ai vérifié aussi 2. Mhm. Ok, alors maintenant, en fait, on va essayer de... C'est un peu l'idée cachée, c'est que cet objet-là, si F' était là, définit une mesure complexe, comme on a introduit au début. Ça définit une mesure. On peut regarder la mesure qui a, j'y passerai après, un ceci, ça. Et dès lors, en fait, si on a égalité, ceci, c'est la mesure, donc je vais l'appeler mu. On a f de y moins f de x égale mu de xy. Voilà. Et donc l'idée... Oui, tu pars de l'égalité de 1. Oui, je parle de l'égalité, Oui. c'est l'idée qui est sous-jacente là dans la Oui, question. C'est qu'en fait, si on a ça, on a cette formule, f' définit une mesure, et on a que cette mesure sur les intervalles est obtenue avec les f de y moins f de x. Ok. Et du coup, bah en fait, et ça en fait c'est la mesure, ceci là, c'est aussi la mesure de Lebesgue de l'image f de xy, quel est monotone, c'est exactement la même chose. F de y moins f de x, voilà. Donc l'idée en fait, ça va être de regarder la mesure qui a un ensemble E associe la mesure de f de E. Et avec radon, vu qu'on aura une mesure absolument continue, et ben on aura Une représentation. Si on a f', on a une mesure et en fait on peut exactement. Donc c'est ça l'idée. Tac tac tac. Bah, je vais effacer là. Ceci dit, l'absolue continuité, on va pouvoir finir par... Ça y est, on la connaît à vie maintenant. Ouais, mais je pense que j'aurai cette place. D'accord. En plus, le plus bien, c'est que de tous les énoncés que j'ai écrits, c'est peut-être le plus moche. Mais bon, il y a un petit côté. Ouais, c'est un petit syndrome de D'accord. Voilà. Alors, je vais montrer. Je vais repartir là parce que j'ai commencé quand même ma preuve là. J'ai ça, j'ai G qui vérifie aussi le fait que tout ensemble de mesures nulles est de mesures nulles. Et donc, on va s'intéresser à. On s'intéresse, comme je l'ai dit, à la fonction qui a un ensemble E dans I, enfin mesurable, hein, dans l'attribut. Lebesgue compliqué là sur I, associe la mesure de F de E. Bon, faut quand même que je montre. Non, de G2, pardon. Faut quand même montrer que G2E, parce qu'on a montré que si E est nul, mesure nulle, G2 est une mesure nulle, et donc c'est vraiment un ensemble mesurable, mais là on ne sait pas encore que. Mais je vais le montrer, c'est là où on utilise la continuité. Donc allons-y. Soit E, donc dans l'attribut de Lebesgue, donc non, je vais l'appeler comme ça plutôt. Attribut de Lebesgue sur I, soit E appartenant à I, G2E appartient aussi, enfin appartient à l'attribut de Lebesgue, mais pas sur I, enfin en tout cas c'est mesurable par la mesure de Lebesgue, ça peut être sur R, ça peut grossir, mais on s'en fout. Disons, voilà. G2 appartient à elle. Pourquoi? Parce que E, en fait, ça c'est un autre résultat de la théorie de mesure qui est un peu pareil que celui que je viens de dire. C'est que E, on peut toujours l'écrire comme un ensemble de mesures nulles. Il est toujours à mesure nulle près égal à une union des nombres de fermés. Je vais l'expliquer, mais il est toujours égal à un fermé et à un truc d'union un truc de mesure nulle. Pourquoi? Parce que déjà, on sait que si on a que la mesure de E, ça c'est l'autre régularité. C'est le sup des K appartenant à E. K compact, mais K fermé aussi. Hein. Mais K comme ça, c'est le truc ultime de la. Pardon. Sup K. K appartenant à E, compact. Ok. Et en fait, tac tac tac, on peut toujours prendre en gros une suite de compacts qui vont aller très très en mesure de U et regarder une union. Et leur union, là j'ai un peu rien, mais c'est un résultat plus ou moins classique. Leur union, elle sera exactement égale, de mesure exactement égale à celle de U. D'accord. Donc on peut prendre des fermés qui sont arbitrairement proches de ça. Voilà. Tac tac tac. Voilà. Donc on peut toujours écrire en fait E comme cette ensemble limite, en fait qui est une union, pardon.
Une qui est union. une union dénombrable de fermés et un ensemble de mesures nulles. Alors, c'est pas grave. C'est un peu, mais bon, c'est un résultat, il faudrait un peu gloser dessus. Bon, c'est pas grave. C'est classique pour moi. Voilà. Tac, on a ça. On admet ça, disons. Et maintenant, ce qui se passe, c'est que, bon, là, vu que c'est des Fn qui sont donc des ensembles mesurables, là, on est dans l'ensemble de départ, des fermés qui sont dans l'ensemble I, c'est aussi des compacts. C'est là où on va utiliser la continuité. Parce qu'on a alors GE qui est égal à G de N0, l'union des G de Fn. Ne nous perdons pas en topologie, ce qui nous intéresse, c'est de montrer que ceci est mesurable au sens de Lebesgue. Donc en fait, il faut montrer que cette union est mesurable, ceci est mesurable parce que c'est une mesure 0, comme on l'a fait. G étant continu, les G de Fn étant des fermés bornés de R, les G de Fn sont des compacts, donc ce sont des mesurables, et une union dénombrable de mesurables est mesurable. Donc on a une union de deux ensembles mesurables, donc GE. Et dans la tribu de Lebesgue sur R, enfin, voilà, sur R, c'est comme il disait. Donc voilà, donc il est licite. Notre fonction, je vais l'appeler mu. On s'intéresse à mu, qui à ce moment-là on n'avait pas vu si elle était justement définie. Mu, on peut définir mu. En fait, mieux que ça, on peut définir mu, mais mu c'est vraiment une mesure, parce que c'est le fait que G franc injectif qui nous aide. Mu est défini sur la tribu sur 0,1 sur AB à valeur dans C, dans R, donc. Et R+, on parle de la mesure de V. Mu est comme ça, et mu d'une union disjointe union dénombrable disjointe de mesurable est égal à la, puisque c'est égal à la mesure de G de l'union des EAI, et G l'union disjointe des EAI, DAI, c'est l'union disjointe des G de AI, vu que c'est monotone, oui, c'est injectif. Voilà. La monotonie de F, ouais, tout voilà. ça. Et donc là c'est immédiat, vu que après c'est juste. Oui, c'est bon. Oui, on a bien. Donc ça marche. Mu est bien une mesure, et c'est là où on utilise le grand théorème. Mu est une mesure absolument continue, au sens de ce que j'avais dit. Mu par rapport à la mesure de Lebesgue, par rapport à. Oui. Vous l'avez comme ça. Oui, d'accord. Par rapport à ça, pourquoi? Parce que. À cause de ce que tu as prouvé tout à l'heure. Oui, ce que tu as prouvé tout à l'heure. Oui, d'accord. Voilà. Non, mais c'est bon. Voilà, donc mu est absolument continu par rapport à la mesure de Lebesgue, qui évidemment est sigma fini, comme je dis, c'est la mesure archétypique régulière par excellence. Voilà. Donc, je peux conclure par. Il existe, donc c'est Radon Nikodym. Oui. H appartenant à L1 par rapport à la mesure de Lebesgue, tel que, et donc c'est même par rapport à la mesure de Lebesgue, comme ça, hein. C'est une mesure sur AB. Il existe H intégrable sur AB tel que mu de A, donc je vais l'écrire correctement, G de A égale. Et c'est là où, voilà, la mesure de. Voilà. Et maintenant, on écrit ce que ça veut dire dans le cas d'un intervalle. Si A, on a donc G de X moins G de Y, G de Y, moins G de X, puisqu'elle est monotone. X, Y, H, de X,
ça, f de y moins f de x, y moins x. Je peux passer le y moins x de l'autre côté. F de y moins f de x égale h moins 1, parce que c'est l'intégrale de moins 1. Ah, ok. Dx, xy, ok. Et il y a quand même l'autre gros théorème. Ça, c'est vraiment le coup fatal. Je sais pas comment dire, mais. J'ai jamais envie de dire le coup du spectacle, mais c'est pas vrai. Voilà. Et en fait, là, on utilise h-1 appartient à L1. Donc, la différenciation de Lebesgue donne. Ah, ok, je pensais qu'on n'allait pas s'en servir. Je croyais que c'était Ah non. juste un état Ah, non, d'esprit. ça, mais D'accord, d'accord. Ce que j'avais Ok. essayé de dire, c'est que c'est. Déjà, c'est une question tout à fait connexe, c'est la question duale du truc. Oui, D'une part, d'autre part, la démonstration est assez remote. Enfin non, mais je veux dire, c'est quelque chose d'assez différent de. oui, c'est orthogonal au. Et c'est des questions qui sont parallèles, qui interagissent entre elles, mais on peut les traiter séparément. Ok. Donc j'ai juste utilisé. Ouais, d'accord. Donc ça va donner La différence donne que G dérivable et G' égale H-1. Et donc, bah, donc H-1, ouais, c'est il bon. fallait quand même. Oui. Ça. Ouais. Voilà, c'est ça. Non, pardon, c'est F. C'est. C'est F. Je vais pas retomber dans mes travers de la dernière fois là. Voilà. F et machin. Et donc on a monté ça. Mhm. On a monté 3. Nickel. Et puis 3 implique 1, je le laisserai. Enfin, D'accord. Je laisserai. Oui, non, oui, mais si je peux oui, faire non, une- mais je c'est peux bon. faire laisser vraiment- Oui. c'est- Non, mais c'est bon. C'est c'est, bon. Oui. Comment Ouais. tu vas majorer pour avoir epsilon là? Non, mais c'est Parce que- non, c'est plus compliqué que ça quand même. Oui, c'est ça. plus compliqué que ça. Ouais, il y a En fait, quand même. Non, c'est pas parce qu'il faut déjà faut. Oui, ce que j'ai dit par rapport, par exemple, les arguments que j'ai utilisés pour l'escalier de Cantor, ce genre de truc. Ça marche pas trop. Ouais. Mais voilà, c'est juste que c'est pour ça que j'ai introduit les mesures complexes en fait. Mais il faut utiliser la croissance de f, quoi. Non, mais en fait, c'est un truc. Là, je vais montrer le cas général de si f est comme ça, qu'elle soit croissante ou non. Ah ouais, donne ça marche. Ouais. Ok. En fait, c'est juste que c'est ce que je disais, c'est que c'est ce que je disais par rapport à l'association f', l'intégrale de f' donne une mesure. Ouais. Donc, en fait, les sommes de fbi moins f de ai Ouais. dans la définition d'absolue continuité se font les héros de cette mesure qui est la fonction intégrée et nécessairement cette mesure qui est issue de la fonction intégrée, elle est absolument continue par rapport à la mesure de Lebesgue. Donc on va avoir quelque chose. Laissez-moi être plus clair. F vérifie 3. Disons. Ceci, comme je le disais, est une mesure. Dx. Ceci est une mesure qui est absolument continue par rapport à Lebesgue. Ouais. Et en fait, on sait, c'est la caractérisation qui donne son sens à la véritable continuité par rapport à une mesure, d'une mesure par rapport à une autre. C'est que là, cet énoncé-là, qui dit qu'à chaque fois que A est une mesure de Lebesgue nulle, mu A est une mesure nulle, donne aussi que pour toute epsilon, je vais l'écrire là-bas, mais elles sont en fait en un sens, elle est vraiment continue au sens des fonctions. Au sens des fonctions par rapport à la mesure qui la domine, puisque pour tout epsilon, ça c'est encore un résultat, c'est pas très difficile à mentir, mais c'est un truc de. Si on a des mesures qui sont une mesure qui est absolument continue par rapport à une autre, on a ça. C'est pas très difficile. Pour tout epsilon supérieur à 0, il existe ceci, tel que on a l'implication suivante. Mu de A implique. Bon, là, vu que j'ai une mesure qui est signée, ça, j'ai une mesure avec un signe là. Ça pourrait être, dans le cas le plus général, ça pourrait être un truc complexe. Si f', Oui,
Oui, Donc, oui, mais oui. sauf que c'est pour ça qu'on introduit aussi cette notion de norme pour la Oui, mesure de la d'accord. variation totale, Oui, oui. c'est qu'on a ceci. Donc, vu que je l'ai appelé mu, on a ceci. Elle est vraiment continue en un sens. C'est-à-dire qu'on fixe epsilon arbitraire. C'est pas Oui, juste ouais, pour ça. les ensembles qui ont une mesure nulle que ça marche, c'est pour les ensembles qui se rapprochent de la mesure nulle qu'on a cette Mhm. combinaison. D'accord. Voilà. Et ça, en fait, du coup, là, Et ça va, ça va marche, donner. ça marche Ça va marcher. parce que si on prend I, BI moins I, qui est donc, en fait, qui est la mesure de l'union disjointe BI, BI, on la prend telle que inférieure à ça, alors on a que mu, donc là je l'ai prise comme ça, mais je vais, donc mu des BI, pardon, I et BI, qui est la mesure aussi de l'union. Oui, oui. En gros là je suis en train de dire que la mesure de l'union est petite, donc la mesure de la mesure dominée est petite. Et inférieure à ça. Et en fait ceci, c'est aussi, c'est ce que j'ai pas dit, c'est quelque chose d'intéressant, c'est que la variation, là, la norme de mu, au sens des mesures, Oui. c'est la mesure positive la plus petite qui domine mu en valeur absolue. Mais en tout cas, elle domine, c'est-à-dire que j'ai que ceci est plus grand que cela. J'ai introduit la variation totale au début? Je crois pas. Bah, en tout cas, voilà, Oui, je vais oui. le faire. Juste simplement, la variation totale, c'est quelque chose qui sert pas mal pour formuler ce genre de théorème quand on a des choses qui sont signées, Mhm. qui sont complexes. Parce que si c'est signé, ça va, mais si c'est complexe, on ne peut pas écrire des inégalités. Voilà. Et en fait, la mesure, c'est la plus petite. Mhm. Mesure positive, telle que mu de E. Donc là, c'est mu de E. Oui, 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 oui. D'accord. Mais après, le théorème il se formule aussi de la manière suivante, c'est-à-dire que si, vu que ceci domine ceci, on peut dire. Ouais. Mais bon, je l'ai écrit comme ça. Voilà, on a ça, et en fait, ça, donc on a ça qui est donc plus petit que ça. Mhm. Et là, dans notre cas de fonction de fonction continue, on a que c'est f de bi moins f de i, enfin la norme f de bi moins f de i. Mhm. D'accord. Et donc, c'est-à-dire que si on prend une union de mesures dont la somme des mesures est arbitrairement petite, alors on a la mesure associée à l'intégrale qu'on a définie avec f' qui est arbitrairement petite, et ceci en fait c'est les différences des f de bi moins f de i. Donc voilà. Oui. D'accord. Ok. Voilà. Et ça aurait pas été plus simple juste en utilisant, on n'aurait pas des arguments plus faciles en utilisant la croissance de f? Ouais, dis-moi. Je sais pas. Les arguments. Alors si on a ça. Il me semble que Si on a ça, c'est plus visible. on a que. Ouais, 3 plus la croissance de f, c'est peut-être que Oui, mais. on a Alors, notre. Ok, si on a. Donc, disons. Je vais faire. Donc en gros, ça c'est. Bon, là, vu qu'elle est croissante, c'est la. Oui, oui. Voilà, c'est ça. Hein. Ok. C'est Sauf que le l'idée. problème, c'est que prime, on n'a pas de. Tu devines ça comment? Ok. Non, mais je vais voir. Ah non, Si je. F prime, elle était. Ah, mais Moi, si je F lance prime- des idées, ouais. Non, mais si F prime, elle continue. T'as raison. Oui, si c'est F prime, ça. elle continue, ça marche. Ça marche, ouais, Ou si c'est F ça. prime, elle est infinie. Ouais. Ouais, c'est vrai. Ok. Si F prime, elle est infinie, ça marche pas. Mais là, sinon, d'accord. Mais sauf que F prime, c'est là. Ok. Ça pourrait exploser, par exemple. Ok, c'était une idée en l'air qui retombe. Non, mais ça, ce qui est Hop la là. vertu de ça, c'est que. Oui, par contre, j'ai même pas expliqué. Ça, mu de A, I, B, I, vu comment j'ai défini mu, c'est l'intégrale de F prime. Mhm. Sur A, I, B, I. Et par définition, c'est. D'accord. Donc voilà. C'est pas parce qu'elle est croissante, c'est pas parce qu'elle est continue que c'est. Voilà. C'est pas parce que. C'est vraiment parce que ça, c'est l'intégrale. Oui, non, mais j'ai vu. Non, parce que j'ai dit, je crois que j'ai dit une grosse. Voilà. Et je peux finir par un petit truc. Ah bah oui. Carrément. Voilà, en fait, on a fait ça pour rebondir sur une des suggestions qu'avait fait Toto.
Alors, on va commencer par là, quoi. Encore une fois, on revient aux origines. C'est que f lipschitzienne, c'est le schéma de Kroll qu'il avait conseillé. F lipschitzienne, f plus L étant la constante de Lipschitz. Oui. F lipschitzienne est D'accord. continue croissante, parce que les variations de f, elles sont toujours plus petites, Ouais. en valeur absolue, f de y moins f de x, c'est toujours plus petit que l y moins x, donc ça c'est vraiment croissant. Continue croissant. Et, j'ai envie de dire, évidemment, absolument continu. Parce que si D'accord. les différents... Oui. Ouais, je Là, vois. c'est exactement ce que tu as dit, en fait. Oui, C'est que, en fait, là, dans ce cas-là, f' est l'infini, donc c'est clair. ça f' marche. est l'infini. Donc, Mhm. voilà. Donc, machin. Donc, f plus lx se représente comme l'intégrale de f plus lx Prime. enfin, pardon. Oui. f de y moins f de La x différence. Mhm. plus l y moins x égale ceci. Pardon. dt. dl. Pardon. Et du coup, voilà, on a que d'une part. Attends, F plus LT ou quand tu dérives, pardon, ça oui, fait pardon. bien. Oui, ok. Mais d'une part, ceci est dérivable presque partout, et ceci est dérivable partout, donc ceci est Oui. dérivable presque partout. On passe de l'autre côté, on a une représentation de f, enfin on passe aussi de l'autre côté, on a une représentation de f en termes d'intégrale. Ouais. Enfin, on a vraiment ceci, hein, parce que la dérivation elle reste linéaire. Même dans ces contrées, on a ceci, quoi. Mhm. F' différenciable. Oui, donc Lipschitz, ça. Machin. Et ce qui est intéressant, c'est que Lipschitz, nous on avait montré, elle est à l'infini, c'est super bien. Mais oui, c'est clair, c'est la Lipschitz, elle est à l'infini, vu qu'aux endroits elle est dérivable, Oui, le oui. croissant il est toujours borné par L. Ouais. Donc voilà, Lipschitz implique absolument continu, implique presque partout dérivable, implique intégrale de sa dérivée, et la dérivée est l'infini. Et en prime, on a que la dérivée, c'est vraiment l'intégrale de sa dérivée, parce que ce qu'on avait montré, nous, c'est que c'était l'intégrale d'une fonction à l'infini. Mhm. Et après, j'avais dit, ah oui, mais c'est l'application de la différenciation de Lebesgue qui montre que G, c'est vraiment la dérivée de... Ouais. Enfin, vu que c'est la dérivée de l'intégrale, c'est vraiment la dérivée de F. Bon, on a quand même utilisé la différenciation de Lebesgue ici aussi, donc elle est toujours cachée, mais voilà, c'est un truc plus direct. Voilà, donc c'était la fin de la discussion ici. Oui, donc finalement tu peux dire le résultat. On a énoncé le résultat. Si F est lipschitzienne, Si F est lipschitzienne, alors elle est dérivable presque partout. oui. De dérivée L infini est égale à l'intégrale de sa dérivée. Enfin, une Voilà. différence f de y moins f de x. Bon, Voilà. on remercie Toto aussi pour Ouais, l'inspiration. Hein. On attend des questions. Bah ouais, avec, peut-être. Oui. Impatience. Ok. Allez, merci.